Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré à la notion de vérité, au sein duquel nous allons déployer la théorie de la connaissance platonicienne dans sa dimension métaphysique. Dans mes deux premières vidéos, j'ai consacré une analyse des définitions les plus classiques concernant la notion de vérité, examiné la possibilité d'une pluralité de vérités et la contradiction logique du relativisme, qui rend impossible toute recherche de la vérité, et tout effort de réflexion philosophique. J'ai donc développé en conséquent la théorie de la connaissance liée à la maïeutique, c'est-à-dire à l'art socratique de conduire le dialogue afin de permettre aux esprits d'accoucher d'une vérité supérieure aux opinions relatives et potentiellement fausses. On a donc pu observer que la recherche de la vérité platonicienne se traduisait par un mouvement d'élévation du sensible vers l'intelligible, et qu'il s'agissait donc de s'élever dans le dialogue, de la confrontation des opinions douteuses vers le vrai seul, qui demeure absolu et universel. Mais on a vu également quelles étaient les limites du dialogue dans la recherche de la vérité, et l'on a vu que c'était précisément pour cela que le dialogue restait secondaire dans la recherche de la vérité. En effet, à quoi bon dialoguer si l'accord des pensées entre elles, d'une part, ne fait que prouver que les deux protagonistes sont d'accord et pas nécessairement qu'ils sont dans le vrai, et d'autre part, repose sur un fond commun initial propre à la raison humaine, que l'on ne remettra jamais en question si l'on est un tant soit peu raisonnable. Par exemple, on a vu par exemple, qu'il pouvait s'agir des idéaux moraux et humanistes en opposition aux différents terrorismes de toutes sortes, ou des vérités scientifiques prouvées depuis des siècles. On en était venu à la déduction qu'avant même que le dialogue n'ait lieu entre gens raisonnables, acceptant un certain nombre de conditions rendant le dialogue potentiellement fécond, il y avait un accès immédiat à la vérité qui avait lieu par la raison et par son exercice. La question qu'il convient de se poser maintenant, c'est comment on accéderait au vrai de façon première et intuitive, sans même avoir besoin de confronter cette vérité-là au dialogue. Qu'est-ce qu'une vérité proprement intuitive par ailleurs? Ça va être le premier point important de cette vidéo, qui va être une grosse vidéo, mais je pense que ça va être une des plus importantes de ma chaîne, hein. Celle-ci, elle est vraiment d'une importance capitale, donc que je vais aborder en examinant la fameuse théorie de la réminiscence. Ensuite, j'aborderai la théorie des différents degrés de réalité de connaissance pour Platon, ainsi que la fameuse allégorie de la caverne, qui est un passage obligé quand on s'intéresse légèrement à la philosophie. Voilà, donc là, vous voyez, on a trois grands moments qui vont venir. Donc, je vais m'appuyer sur le Ménon. Avant, je vais faire une petite digression par le Phédon, mais vous allez voir, après on va y venir. Je vais m'appuyer sur le Ménon, car c'est dans ce dialogue que l'on retrouve une première théorie de la réminiscence qui évoluera légèrement dans le Phédon et la République, mais qui globalement reste la même sur le fond. Si vous avez un peu suivi mon travail sur l'inconscient et que la théorie de Descartes et ma vidéo consacrée à la théorie de Descartes là-dessus, vous devez vous souvenir qu'une réminiscence est un processus lié à la mémoire. On a une réminiscence lorsque l'on se souvient de nouveau de quelque chose qui était enfoui dans notre mémoire et dont nous ne nous rappelions pas. Eh bien, chez Platon, la réminiscence, c'est bien un ressouvenir, mais à ceci près que ce ressouvenir implique d'être en présence d'une vérité saisie de manière intuitive et donc instantanée. Pour Platon, lorsque vous allez à l'école ou que vous regardez ce genre de vidéos instructives destinées à vous apprendre des choses ou à vous faire réfléchir, vous ne faites que réactualiser un savoir que vous possédiez tous déjà originellement. Même la personne la plus inculte que vous pouvez imaginer est originellement extrêmement savante. Pourquoi? Elle est extrêmement savante parce que, que ce soit elle, mais aussi vous et moi, nous étions originellement des âmes qui existaient depuis toujours dans une dimension spirituelle et donc intelligible, échappant au monde de l'apparence et des phénomènes dans lesquels nous vivons. À partir du moment où notre âme se trouve clouée à un corps et où l'on est en vie, là c'est un peu embêtant car notre âme oublie tout le savoir qu'elle possédait lorsqu'elle n'était encore qu'une simple âme existant indépendamment d'un corps justement.
le corps nous empêche de penser, hein, il est un peu pénible, vous voyez. Cette idée, vous la trouvez développée dans le détail dans le Phédon, justement, où le corps est décrit comme le tombeau de l'âme, expression tout à fait paradoxale quand on y réfléchit et très intéressante, le corps étant vu comme ce qui met fin à la vie, en tout cas à la vie pleinement intellectuelle de l'esprit, puisque les passions liées à notre corps troublent l'âme et empêchent sa partie résonante de s'imposer, ce qui fait naître en nous nos erreurs et opinions nous éloignant de la vérité. C'est en cela que Platon dit également dans le Phédon que philosopher, c'est apprendre à mourir, selon la célèbre formule, puisque lorsque l'on fait de la philosophie et que l'on exerce sa raison, on tend de nouveau vers cette dimension spirituelle de laquelle nous venons originellement, et que nous rejoindrons de nouveau une fois morts. En passant, lorsque je fais de la philosophie ou toute autre activité intellectuelle, je ne satisfais pas mes besoins strictement corporels, donc je me spiritualise davantage au détriment du soin du corps ou de ses exigences. Parenthèse close, qu'en est-il de la théorie de la réminiscence dans le Ménon? Eh bien, Socrate, dans le dialogue, discute avec le jeune esclave Ménon, et dans le cadre d'une réflexion liée à la nature de la vertu, qui consiste à savoir si elle s'enseigne ou non, en gros, fait le lien avec une réflexion beaucoup plus générale concernant le caractère inné et intuitif de la vérité. Socrate, en aidant pas mal Ménon, il faut le reconnaître, a réussi à lui faire se ressouvenir de la solution permettant de résoudre le problème de la duplication du carré. Je vais pas vous expliquer la démonstration dans le détail parce que c'est très pénible et qu'en plus il me faudrait des schémas ultra précis en plus. C'est pas le sujet de la vidéo, puis par vidéo ça serait impossible à expliquer. Pour le coup c'est vraiment mission impossible. En gros le but était de connaître l'aire, sa surface totale donc, du carré multiplié par 4. Donc fallait savoir en gros à combien équivalait l'aire du carré si on l'a multiplié par 4, ce qui est très barbant en passant, mais je fais une parenthèse là-dessus, pas pour montrer que je connais la structure de l'argumentation de Platon, mais parce que ça fait sens avec ce qui vient ensuite à propos de la réminiscence. En effet, si le jeune Ménon est parvenu à résoudre le problème de la duplication du carré, en se laissant guider par son intuition, cela signifie que l'intuition est un moyen de saisie immédiat du vrai, et que la réminiscence à laquelle elle donne lieu est bien un ressouvenir d'une connaissance antérieure appartenant originellement au monde intelligible. L'exemple suivant, qui est bien plus intéressant de mon point de vue et surtout plus accessible, et que j'utilise chaque année en cours pour illustrer la réminiscence platonicienne à des élèves, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, c'est celui des deux guides qui doivent trouver le chemin de Larissa. Dans cet exemple que prend Platon, vous avez deux guides, l'un inexpérimenté et l'autre expérimenté. Les deux doivent parvenir à Larissa, qui est une ville de l'Antiquité, et mener à bon port les personnes qu'ils sont censés guider. Les deux guides parviennent au même résultat malgré leur niveau d'expérience différent, car l'un, le guide expérimenté, s'est appuyé sur son expérience et donc cet tâtonnement infructueux qui constitue cette expérience-là pour trouver le bon chemin, tandis que l'autre y est parvenu du premier coup en se fiant à sa droite raison qui lui a donné le bon chemin via une intuition. Cet exemple de Platon vise à montrer que notre raison et les intuitions que l'on peut avoir par elles donnent lieu à un résultat en termes de connaissances et qu'au lieu de faire des erreurs répétées et de procéder de façon, on pourrait le dire, expérimentale, il vaut mieux se fier à sa propre raison et à ses intuitions. Oui, mais voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. À quel moment on sait si on est dans le vrai en cas d'intuition, hein, on pourrait même d'ailleurs se dire que le jeune guide inexpérimenté, il a eu ce qu'on pourrait appeler la chance des débutants. Comment savoir si c'est pas une énième opinion ou un préjugé, mais bien une idée qui a une valeur de vérité? C'est pour répondre à cette objection possible que Platon développe le concept d'opinion droite, justement. L'opinion droite n'est pas une vérité à proprement parler, mais un intermédiaire entre l'opinion et une idée vraie. Pourquoi? Très simplement parce que justement le guide inexpérimenté aurait tout aussi bien pu se planter et ne pas trouver le bon chemin. Il sait que l'intuition qu'il a pu avoir était une opinion droite parce qu'elle lui a permis d'arriver à un certain résultat et de trouver le bon chemin précisément.
plus précisément, de façon générale, une opinion droite ou intuition qui tombe juste, formulée autrement, n'accède au statut de vérité que lorsqu'elle est reconduite par un raisonnement, lorsque l'on parvient à rendre compte de façon rationnelle et réfléchie de sa justesse, justement, de sa rectitude. Et c'est à ce moment-là que le dialogue peut s'avérer décisif, d'ailleurs, pour tester l'opinion et sa solidité et se rendre compte si elle est droite ou relative et fausse, justement. C'est grâce à ça qu'on sait si on a eu une vraie intuition qui provenait de la raison ou si c'était juste une opinion qui émanait de nos passions. Voilà. Bref, que retenir de ce passage du mais non? Précisément que l'expérience ne fait que retarder l'accès au vrai ou nous en éloigner, là où l'intuition de notre propre raison nous permet de nous élever immédiatement à une vérité éternelle et intelligible sur le mode d'un ressouvenir. On en revient donc à ce que je vous disais déjà sur Platon et sa pensée idéaliste dans d'autres vidéos. Pour ce dernier, l'apparence constituée des phénomènes que nous observons par les sens est trompeuse, car prise dans un devenir temporel permanent, seul ce qui demeure toujours un et identique possède une valeur de vérité immuable, car non relatif justement. Je peux contempler autant d'arbres que je veux autour de moi, leurs formes seront toujours légèrement différentes les uns par rapport aux autres, et même un seul et même arbre finira par changer de forme en vieillissant lui aussi. Mais en fonction des saisons aussi, il va perdre des feuilles, il va en regagner. Mais l'idée universelle d'arbre, dont les différents arbres ne sont que des copies ou des exemples, elle demeure, et elle est à l'abri du changement puisque se situant dans le monde des idées intelligibles. Et il y a donc 4 degrés de connaissance correspondant à 4 degrés de réalité différents et que l'on retrouve synthétisés au livre 6 de la République sous la forme de ce que l'on nomme le mythe de la ligne. Je vais vous résumer ça de façon abstraite et ensuite on va se pencher sur l'allégorie de la caverne au livre 7 de la République qui permet d'illustrer plus précisément cette théorie fondamentale de Platon. Disons, donc bon là faut bien me suivre, c'est un peu plus technique mais enfin normalement si vous m'écoutez bien ça devrait passer. Disons qu'il y a une ligne dont la partie la plus à gauche correspond au degré de réalité le plus faible et la partie la plus à droite correspond au degré de réalité le plus élevé. D'accord? Bon, jusque-là ça va, on va dire qu'à chaque degré de réalité correspond un type de connaissance et un mode de connaissance. Et également, justement, c'est ce mode de connaissance-là qui nous permet également de nous prononcer sur le type de connaissance qui en résulte. Commençons par le degré de réalité le plus faible qui se situerait le plus à gauche. Il s'agirait des ombres ou reflets des phénomènes. On y accède sur le mode de la perception, mais surtout dans le cadre de la représentation artistique de l'imagination, et leur produit est l'erreur et l'illusion. Sur ce point, je vous renvoie à ma vidéo sur ma première vidéo sur l'art chez Platon. J'ai vraiment développé ça à fond. Quelques exemples. Votre ombre quand vous marchez, qui n'est qu'un simulacre de votre corps, votre reflet dans l'eau qui n'est pas vous, mais aussi tout ce qui est produit par l'imagination sous le mode de l'image, qui n'est qu'une reproduction artificielle de la réalité, une déformation de celle-ci. Typiquement, les images injectées par le sophiste dans ses discours, ou la reproduction picturale ou poétique d'une réalité déjà donnée par les sens, qui les donne à voir de nouveau de façon déformée. Tout ce qui est une version dégradée de la sensation et n'est que la reproduction imparfaite d'un phénomène déjà donné dans la sensation, ça c'est parfait pour développer des opinions fausses et demeurer dans l'erreur. Raison pour laquelle Platon concevait l'art comme devant être sévèrement encadré dans la cité, souvenez-vous. Je rappelle en passant qu'il ne condamne pas l'art de façon radicale, mais il dit juste qu'il faut l'encadrer de manière stricte. Ça, c'est un contresens que beaucoup d'étudiants qui connaissent rien à Platon font, mais bon, encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo, si vous l'avez pas vue. Un peu plus à droite de ce degré de réalité qui est le plus illusoire et celui qui correspond le moins à la réalité, vous avez le phénomène lui-même, donc là on est au deuxième degré de réalité, celui qui est supérieur aux reproductions des phénomènes, mais qui n'est pas encore à proprement parler une source de connaissances fiable. Donc là, on en est au phénomène lui-même,
qui correspond aux différentes choses et objets perçus par les sens. C'est un peu plus réel, évidemment, mais c'est pas encore ça. Parce que comme je l'ai expliqué, je perçois un arbre, un lit, une table, mais jamais l'arbre en tant qu'idée. Le lit en tant qu'idée, avec un grand I, hein, ou la table en tant qu'idée sont seulement des exemples, car ces phénomènes ne sont que des apparences sensibles qui sont de pâles copies des idées parfaites et intemporelles se situant dans la dimension intelligible qui échappe au corps. À ce stade de la connaissance, que l'on nommerait empirique, rétrospectivement, on est dans un degré de réalité imparfait qui donne encore lieu à des croyances, car nous croyons que ce que nous avons sous les yeux est conforme à la réalité. On croit que ce qui est ce qui y apparaît. Or, il n'en est rien, car ce qui est, c'est ce qui demeure toujours un et identique à soi-même, pour Platon. Or, seules les idées, aux formes intelligibles, possèdent ces qualités. C'est la raison pour laquelle les phénomènes en sont des copies imparfaites, et qu'on peut les reconnaître malgré leur changement d'apparence. Précisément parce que elles ont un petit peu en elles de cette idée-là, vous voyez. C'est pour ça qu'on peut les catégoriser et reconnaître qu'on est en face d'un arbre, par exemple, mais cet arbre-là sera toujours différent d'un autre et lui-même va changer, comme j'ai déjà expliqué. Mais on est capable de reconnaître un arbre, justement parce qu'il y a une identité de l'arbre, mais cette identité, elle se situe pas dans les choses mêmes, parce que, comme j'ai déjà dit pour Platon, les choses, elles sont en permanence en train d'évoluer, elles sont dans une forme intelligible, transcendante, qui échappe à la sensation. Bref, c'est un peu technique, mais vous inquiétez pas, après je reviendrai un peu dessus. Bon, en même temps, je pense pas que ça soit non plus insurmontable à comprendre. Pour en arriver au troisième degré de réalité se situant à droite de celui des phénomènes, donc, il faut user de sa raison et s'élever aux idées intelligibles. On a quitté le terrain de la sensation pour s'élever vers le monde intelligible. Donc vous avez le monde sensible, hein, je le rappelle, celui dans lequel on vit, le monde intelligible dont vient notre âme, dont je parlais avant, et où elle était auparavant. Et donc quand on a une idée, on a une réminiscence, on a un ressouvenir d'une connaissance antérieure. Hein, avoir une idée pour Platon, c'est ça. Ici donc, on a les idées intelligibles correspondant à chaque chose perçue qui n'est qu'une copie imparfaite, soumise au devenir et à la dégradation perpétuelle. L'idée, elle, c'est ce que vous avez en tête lorsque vous vous ressouvenez d'un élément, mais cet élément, vous n'y accédez pas originellement par vos sens, qui donnent seulement lieu à des représentations trompeuses et servent à nourrir votre imagination, mais par votre raison. Vous voyez, donc là, on change de mode de connaissance. D'abord l'imagination et la sensation, ensuite la perception des phénomènes, et là, on est au niveau de la raison qui permet justement d'avoir des intuitions et qui permet de s'élever vers les idées, vers l'intelligible. Bref, donc c'est par la raison, par votre esprit, qui est capable d'intuition comme on l'a vu précédemment. Accessoirement, c'est aussi là que Platon range les concepts scientifiques ou tout ce qui relève des formes géométriques ainsi que les mathématiques, puisqu'il renvoie à de pures formes incorruptibles. Mais bon, ça j'en reparlerai prochainement. Enfin, tout à droite de la ligne, vous avez le plus haut degré de réalité qui est en adéquation avec la vérité dans son entièreté, puisqu'il s'agit de la vérité même, justement. La vérité, chez Platon, c'est un certain idéal, vous voyez, de l'être intelligible dans sa totalité, composé d'une multitude d'idées dans laquelle notre âme se promenait tranquillement avant de se retrouver clouée à un beau corps de bébé qui allait devenir un homme grand, fort, viril, intelligent et modeste. Cette fameuse vérité intelligible et idéale est également celle de l'idée du bien, avec un grand B s'il vous plaît, qui confère son unité et son ordre à l'ensemble du cosmos. Petite parenthèse. Donc, je résume, vous avez les ombres et les reflets, ou reproduction artificielle des phénomènes, les phénomènes eux-mêmes, les idées ou formes intelligibles qui elles seules constituent de véritables connaissances, et l'être intelligible qui est source de toute vérité. En passant, vous remarquerez que l'on s'élève toujours d'une multitude relative vers un principe toujours plus premier et unificateur. Le phénomène qui donne lieu à plusieurs imitations, notamment artistiques, possibles,
l'idée qui donne lieu à une diversité de phénomènes différents qui procèdent tous d'une même idée, et enfin l'être intelligible même, qui comprend la multitude des idées intelligibles. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça reste très métaphysique et assez complexe. Comment l'illustrer de manière concrète? En tout cas, ça va plus être symbolique que absolument concret, mais bon, je pense que n'importe qui est capable de comprendre ça pour peu qu'il ait plus de quelques neurones fonctionnels. Donc c'est là justement que l'allégorie de la caverne présente au livre 7 de La République entre en scène. Je vous ai trouvé un schéma qui fait la synthèse entre cette fameuse allégorie et la théorie des différents degrés de réalité que l'on vient d'aborder pour que ça soit aussi clair que possible. En passant, j'ai galéré à en trouver un qui soit potable et qui ressemble un minimum à quelque chose, donc ne soyez pas trop sévère avec moi s'il vous plaît. Je ne vais pas vous lire le fameux texte de l'allégorie de la caverne, je l'ai, hein, je peux le lire, mais je vais pas le lire parce qu'il est vraiment trop long et que ma vidéo est déjà bien trop longue et très dense, il me semble. En revanche, je vais vous résumer ça de façon aussi concise et claire que possible. Platon recourt à cette célèbre allégorie de la caverne pour illustrer de façon plus profonde pas seulement ce qu'est la vérité et comment nous y accédons, mais ce qu'est la philosophie, tout simplement. Dans cette allégorie, vous avez au fond de cette caverne des personnes enchaînées qui contemplent des ombres et des reflets projetés sur un mur à l'aide d'une flamme qui leur offre de la lumière. Ces ombres ou reflets sont en fait des imitations de différents objets ou fétiches se situant plus haut dans la caverne, mais étant donné qu'ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas les voir et croient que ce qu'ils ont sous les yeux correspond à la seule et unique réalité. Ils sont donc dans l'erreur et dans l'illusion et sont nés comme ça, dans les fers, et amenés à prendre le faux pour le vrai. En même temps que je décris cette allégorie, vous pouvez regarder le schéma, hein. Comme ça vous avez moins de mal à visualiser. Donc plus haut, le long du chemin, se situant derrière les flammes, se situent les fameux objets et les manipulateurs de marionnettes qui, en faisant du bruit, donnaient l'apparence de choses existantes réellement aux enchaînés au fond de la caverne. Ils regardaient les ombres, et vu qu'il y avait un peu de bruit, ils pensaient que les ombres existaient pour de vrai, enfin qu'elles correspondaient à de vrais êtres, vous voyez. Plus haut se situe le chemin menant à la sortie de la caverne, et celui-ci est éclairé par la lumière du soleil se situant dehors. Vous l'aurez compris, les ombres au fond de la caverne, c'est la métaphore du plus bas degré de réalité que l'on a abordé précédemment. Les objets et marionnettes qui donnent lieu aux ombres prises à tort pour la réalité, ce sont les phénomènes qui sont à la source de nos erreurs et opinions. Enfin, la lumière du soleil, dehors, est celle de la vérité qui éblouit celui qui cherchera à s'échapper de sa caverne et réalisera ainsi qu'il a été dupé depuis toujours. Il s'agira ici de l'aspirant philosophe qui s'est détaché de ses fers, symbolisant les préjugés et erreurs le maintenant dans l'ignorance depuis sa naissance. Le ciel étoilé que celui-ci contemplera est celui des fameuses idées, correspondant à la seule réalité qui donne accès à la vérité. Et le soleil, dont provient toute la lumière de la vérité, symbolise, vous l'aurez compris, l'idée du bien et l'être intelligible même dont émanent toutes les idées, source de toutes nos connaissances. Ce qu'il faut bien retenir de cette fameuse allégorie, ultra connue mais parfois mal comprise ou réduite à quelques poncifs, c'est que la vérité ne se donne pas à nous spontanément sans que l'on fasse l'effort de se détourner de nos erreurs et opinions, nous maintenant dans l'illusion. Et surtout, que faire de la philosophie ou accepter de s'instruire, et accessoirement s'abonner à la chaîne de Philoman, hein, c'est très important, abonnez-vous, c'est accepter de souffrir. Je vais vous faire souffrir si vous vous abonnez, mais c'est pour votre bien. C'est logique, sinon mes vidéos feraient bien plus de vues qu'elles n'en font déjà, et des youtubeurs proposant un contenu d'une stupidité crasse que je ne nommerai pas, n'auraient pas autant de succès. Hein, c'est évident hein, que c'est plus pénible de réfléchir et de s'instruire que de regarder des bêtises, ou de s'abrutir, ou même de se divertir de façon générale, il n'y a pas de mal à se divertir. S'instruire, se cultiver, c'est pénible. Pénible car cela exige de prendre du recul avec ce qui nous paraît spontanément vrai, et qui ne l'est pas, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps à souffrir en faisant l'effort de réfléchir tout simplement.
d'où le caractère foncièrement désagréable de la lumière du soleil pour l'aspirant philosophe, qui va sortir de la caverne et persévérer malgré le caractère désagréable de la lumière, en sortant de cette caverne où ses yeux étaient habitués à une très faible luminosité correspondant à celle de l'ignorance. Vous voyez, le passage de l'ignorance à la vérité, ça fait mal. C'est pour ça que ça lui pique les yeux et que il y a cette métaphore-là de la lumière du soleil. Hein, ça, évidemment, et d'ailleurs, même quand l'aspirant philosophe sera sorti de la caverne, il essaiera encore de regarder le soleil, mais évidemment, il n'arrivera jamais vraiment à regarder le soleil en total, directement, parce que sinon ça lui crève les yeux. Et c'est pour ça qu'il va commencer d'abord par regarder les étoiles, vous voyez, petit à petit, de manière à ce que ses yeux s'habituent à cette nouvelle lumière. Bah, c'est pareil quand on apprend des choses, on peut pas être ultra savant d'un seul coup, il faut y aller petit bout par petit bout, idée par idée, vous voyez. Donc non seulement chercher la vérité s'annonce contraignant et pénible, mais en plus, c'est un travail particulièrement ingrat dès qu'il s'agit de revenir dans la caverne pour expliquer aux autres qu'ils sont dans l'erreur depuis toujours. À la fin du texte où Platon décrit cette allégorie, il se penche sur le sort de l'aspirant philosophe devenu philosophe car ayant réussi à sortir de cette fameuse caverne, puisqu'il a compris qu'il était dans l'erreur et dans l'illusion depuis le début, et il a envie de partager son savoir avec les autres prisonniers. Il va donc retourner dans la caverne, même si ça lui en coûte, car ses yeux se seront habitués à un degré de luminosité qu'il ne connaissait pas avant, et il va expliquer aux autres qui sont dans l'erreur et va les enjoindre à devenir philosophes eux aussi. Comment les autres vont réagir à votre avis? Pas très bien évidemment, hein? Soit on va le traiter de fou et se moquer de lui, soit on va lui donner sa chance et le suivre près de la lumière et la douleur va être telle au contact de la lumière, de la vérité pour ces prisonniers qui ne sont pas prêts à abandonner leurs anciennes fausses croyances, qui seront prêts à tuer l'infortuné philosophe qui essayait seulement de les aider, ou dans le meilleur des cas, ils retourneront dans l'obscurité de la caverne car l'ignorance et l'illusion sont bien plus confortables que la dure recherche de la vérité qui conduit à voir ses certitudes les plus inébranlables remises en question. Donc vous voyez, en fait, il y a deux aspects par rapport à à la vivacité de la lumière de la vérité. C'est que, bon, déjà, il y a la violence par rapport au changement de luminosité parce que ça nous amène à abandonner nos anciennes croyances et nos préjugés. Donc ça, c'est désagréable, ça bouscule nos certitudes. Mais bon, il y a aussi le fait que bah s'instruire et réfléchir, bah c'est pas foncièrement agréable, hein. Sauf si on voit ça par le biais d'un prisme aristotélicien, mais bon, passons. Donc vous l'aurez compris, je pense, cet aspirant philosophe sorti de la caverne et faisant face à des réactions violentes de rejet, une fois revenu dans celle-ci au contact des prisonniers, c'est certainement Socrate, Platon rendant par là indirectement hommage sans doute à son ancien maître qui est mort en martyr pour avoir tenté d'instruire les Athéniens. À la place, on l'accusa de corrompre la jeunesse et d'introduire de fausses divinités dans la cité. Bonjour la gratitude. De fait, il y a une autre analyse complémentaire de cette allégorie qui m'est apparue quand j'étais encore étudiant, et dont je vous fais part car elle est totalement admise comme une analyse valable, c'est une analyse de l'allégorie de la caverne sur un plan politique et non plus strictement épistémologique. En effet, il ne faut pas oublier que Platon développe sa théorie des formes et cette allégorie de la caverne pour légitimer la supériorité aristocratique du philosophe roi sur toute autre forme de gouvernement où le pouvoir ne serait pas confié aux plus sages. Par conséquent, il est possible d'interpréter la lumière de la vérité comme celle liée aux changements et aux lois que le philosophe roi aimerait imposer aux citoyens ignorants et leur réaction de rejet comme le fruit de leur ignorance et de leur inaptitude à considérer le philosophe comme le plus apte à leur enseigner ce qu'est le bien, le vrai ou le beau. Fin de la parenthèse. Donc vous voyez, ce texte a beau être très classique, c'est même le plus connu de toute l'histoire de la philosophie, hein, il me semble, il ne l'est pas pour rien, et sa beauté et sa puissance sont incomparables et laissent place à diverses analyses possibles, que j'ai tenu à vous présenter aussi fidèlement que possible, même si c'est dur d'en faire le tour en si peu de temps. Pour résumer, chercher la vérité est à la fois contraignant et libérateur. Contraignant car cela exige de se détacher de préjugés tenaces et d'un certain confort lié à notre ignorance.
Le piège avec l'ignorance, c'est qu'à son plus haut degré, l'ignorance s'ignore elle-même, justement. Libérateur, car celui qui a fait l'effort douloureux et désagréable de s'instruire en retirera un plus grand bien lié à la connaissance qu'il a durement acquise, qui lui fait prendre conscience de son état d'ignorance antérieure. Hein, généralement, quand on fait des études, quand on devient assez savant, ou même quand on se cultive, bon, alors, bon, là, je sais pas si parmi ceux qui me regardent, il y en a beaucoup, mais qui ont été dans cette situation, mais généralement, on regarde un petit regard derrière. On regarde un peu derrière ça, on se dit, bah purée, j'étais plus bête avant. Enfin, ça fait du bien. Je regrette pas de m'être donné autant de mal, vous voyez. Bon, le problème étant, et ça c'est profond et toujours d'actualité, que chercher la vérité et devenir philosophe, autant que possible en tout cas, ne nous rend pas forcément plus heureux et nous rend incompris de la majorité des gens qui sont des non-philosophes, ayant en horreur tout ce qui touche de près ou de loin au moindre effort de réflexion, un tant soit peu abstraite ou élaborée. De fait, cette célèbre allégorie n'est pas qu'une illustration de la théorie de la connaissance de Platon ou de la supériorité du régime aristocratique en politique, elle est aussi l'illustration, dans son dénouement, du sacrifice lié à l'entreprise philosophique et à son caractère ingrat dès lors qu'il s'agit de la transmettre en instruisant le non-philosophe. On peut donc dire que l'allégorie de la caverne de Platon, à mon sens, met en lumière la difficulté même qu'a la philosophie à être et à se maintenir, car si personne ne veut philosopher et s'éloigner des erreurs et des préjugés, ou se cultiver en règle générale d'ailleurs, hein, la philosophie serait contrainte à demeurer une espèce de science humaine élitiste, amenée à ne plaire qu'à une poignée de professeurs de philosophie, ou de philosophes qui auraient fait le long chemin pour sortir de la caverne et qui ne parviendraient pas à convertir d'autres personnes indifférentes a priori à cet effort de réflexion. C'est donc ultimement la raison d'être de la philosophie qui entre en jeu ici. La question qu'il conviendra de se poser la prochaine fois à partir de tout ceci étant: est-ce que la raison permet bel et bien cette ascension vers l'intelligible et comment prouver que toute vérité dans son essence est strictement intellectuelle et spirituelle? Au plus nous nous éloignons du monde sensible des phénomènes, au plus devenons-nous savants. La prochaine fois, nous examinerons un dernier aspect important de la théorie de la connaissance platonicienne qui nous permettra de faire évoluer notre réflexion sur la notion de vérité. La vidéo sera beaucoup plus courte normalement. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou soirée, et j'espère que vous appréciez toujours de contempler le ciel étoilé se situant à l'extérieur de la caverne en ma compagnie. Pour ma part, je ne m'en lasse pas, et il n'est pas prévu que cela change. À très bientôt!